Namasté. Bonjour. Om. Namasté signifie la salutation. Namasté est devenu actuellement la tradition mondiale de dire bonjour, pour dire au revoir, pour dire merci et simplement pour dire qu'on est là et une belle journée ou une belle soirée qui se présente devant nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ayurveda. Le yoga et l'Ayurveda, ce sont deux très grands dons de l'Inde à l'humanité. L'humanité qui a envie de progresser, qui a envie d'être dans une bonne santé, envie d'être dans l'état de l'épanouissement et du bonheur, l'Ayurveda est la solution et la clé même de cette chose merveilleuse qui est la santé, qui est la beauté et qui est le bien-être. Le yoga et l'Ayurveda ont un certain nombre de bases, un certain nombre d'hypothèses qui sont exactement les mêmes. Premièrement, cette croyance dans 5 éléments. 5 éléments, élément Akash ou le ciel, élément air, Vayu, élément feu ou Agni, la lumière, la chaleur, élément eau, l'eau, Apas ou Jala, et Prithvi ou l'élément terre. Ce sont des 5 éléments, on les appelle carrément les Mahabhuta, les grands éléments. C'est-à-dire ce sont des concepts de l'énergie. L'énergie est partout. Selon l'Ayurveda, le monde n'est pas créé par un Big Bang ou juste par hasard. Il y a un objectif, il y a quelque chose de réel et vrai. Ce n'est pas quelque chose de non sensé, juste par hasard. Ce n'est pas un singe qui se met à taper sur une machine à écrire ou sur un ordinateur et il va créer le poème de Wordsworth ou Shelley ou Shakespeare, ou il va écrire des romans. Non. Le monde a un sens. Ce sens n'est pas nécessairement métaphysique. Tout est une science selon l'Ayurveda. Même la science de l'Ayurveda s'est basée sur la philosophie de Sankhya qui signifie chiffre, calcul. Il y a 0, il y a 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, pour mettre 10, les Indiens de l'hindouisme, de Maharashtra, de grands royaumes de l'Inde qu'on appelait Bharata. C'est là qu'on a découvert cette sorte de chiffre qui s'appelle 0. Shunya veut dire rien. Shunya veut dire rien, mais en même temps, Shunya ou 0, placé après chiffre 1, donne-nous la valeur de 10, ou 2 zéros, 100, ou 6 zéros, 1 million. Et pourtant, si ce chiffre 1 est derrière les zéros, il y a très peu de valeur. Alors 0, quelque chose d'exceptionnel dans les calculs. Et même dans la méditation, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye d'aller vers 0 ou non-pensée. Mais je reviendrai vers tout cela
parce qu'il y a un objectif dans ce que je vous parle. Alors, le yoga et l'Ayurveda, comme je vous disais, est basé sur la théorie de 5 éléments et puis de 5 corps. Quels sont les 5 corps? Tout d'abord, le corps physique, le corps Annamaya Kosha, qui dépend de la nourriture que nous mangeons, la nourriture que nous consommons par la bouche. Et puis aussi, il y a une nourriture, une certaine sorte de sensation que nous recevons par les yeux et on voit. Ça aussi on consomme. Par les oreilles, on écoute la musique, on écoute les vibrations sonores. Ça aussi, c'est une sorte de nourriture. Comme ça, par les 5 sens, par la bouche, on consomme quelque chose et qui aide à notre corps de s'épanouir, que nous allons discuter tout à l'heure. Maintenant, deuxième corps, c'est le corps que nous appelons Pranamaya Kosha. Prana, énergie de prana. Prana signifie une énergie comme chi ou ki dans les philosophies de l'extrême-orient. Prana en Inde qui signifie l'énergie. Et Pranamaya Kosha signifie qu'il y a des énergies qui circulent dans le corps, à travers le corps, dans les nadis, dans les méridiens subtils ou physiques. Et prana, et ce Pranamaya Kosha est le deuxième corps. Troisième corps, c'est Manomaya Kosha, corps de l'esprit, le mental, manas, est venu de là, man, où l'homme est dérivé parce que l'homme est un être pensant. Comme Descartes a dit, je pense donc je suis, c'est venu avec cette idée-là que l'homme est arrivé à réfléchir, à penser. Quatrième corps, Vijnanamaya Kosha, encore plus subtil, encore de l'énergie où il y a la possibilité d'avoir l'intuition, possibilité d'avoir une connaissance directe ou même enregistrer la connaissance des autres dimensions. Et cinquième corps que nous appelons le véritable être intérieur, le soi ou le moi, ou Atman, ou notre fort intérieur, qui est constitué, selon l'Ayurveda, de 3 attributs, Sat, Chit et Ananda. Sat veut dire la vérité, Chit veut dire la conscience, et Ananda signifie la béatitude. Alors, les 5 corps et les 5 éléments sont les bases même de l'Ayurveda. Maintenant, pour être dans une bonne santé, dans une bonne forme, il faut cette trinité du corps, de l'émotionnel ou de Pranamaya Kosha et Manomaya Kosha. Et cette trinité de 3 corps va aussi signifier qu'il y a 3 vecteurs de santé. Ahara, Vihara et Manovyapara. Ahara signifie la nourriture, ce que nous consommons, la diététique. Vihara signifie comment on vit la vie. Et Manovyapara signifie quel est notre état d'esprit. Alors il faut pouvoir travailler sur ces 3 axes, sur ces 3 vecteurs de santé pour être bien. Mais l'Ayurveda nous dit en réalité qu'il faut une discipline qui soit plus complexe. Je dirais 4 sortes de choses qu'il faut faire, quadruple. On dit aussi 4 tapasya ou 4 sortes d'ascèses. Première ascèse, c'est l'ascèse de notre corps. Deuxième ascèse, c'est travailler sur notre émotionnel.
Troisième ascèse, c'est travailler sur notre esprit ou manas. Et quatrième ascèse, c'est le chemin vers l'intérieur, le chemin spirituel. Tout cela pour aller vers l'épanouissement de l'être. Alors tout ça, ça nous semble bizarre, mais on va voir la définition de la santé selon l'Ayurveda. L'Ayurveda nous dit, pour être dans une bonne santé, une définition simple, c'est que avant le lever du soleil, vous avez envie de sauter de votre lit en disant qu'un beau jour qui se lève et que je vais faire plein de belles choses. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Si vous êtes dans cet état-là, soyez sûr que vous êtes dans une bonne santé selon l'Ayurveda. Mais une chose plutôt plus réfléchie de la part de l'Ayurveda, et c'est cela que j'ai envie de dire, que c'est une médecine de demain. Ça a été pendant des milliers d'années la médecine d'hier, parce que l'Ayurveda date d'il y a 5000 ou 10 000 ans. Les premières descriptions se trouvent dans les Védas. Atharva Veda, c'est le 4e Veda qui contient les données de toutes sortes de sciences et surtout la science de la santé, qui est la science de l'Ayurveda. Mais, pour ne pas oublier, cette définition de la santé donnée par l'Ayurveda qui est extraordinaire, il dit les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, devraient être en équilibre. C'est quoi Vata? Vata n'est rien d'autre que notre nature profonde. C'est quoi les doshas? Les doshas sont rien d'autre que notre nature profonde. Si nous sommes Vata, signifie on a beaucoup plus d'éléments air et éther. Si on est Pitta, on a beaucoup plus d'éléments feu et eau. Et si on est Kapha, c'est beaucoup plus d'éléments terre et eau. Alors, ces 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, devraient être en équilibre. Bien sûr, vous savez que le Vata signifie que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être dans le mouvement. Si vous êtes Pitta, vous savez que c'est une intelligence, mais en même temps, vous êtes colérique, en même temps, vous êtes en créativité. Vous avez une sorte de mémoire, mais très souvent mal utilisée. Ou vous êtes Kapha, signifie vous avez une grande solidité, une immobilité, une stabilité. Mais en même temps, vous avez la paresse. Vous aimez bien manger, mais vous n'aimez pas trop bouger. Tout cela, c'est la nature Kapha. Et nous sommes un mélange de Vata, Pitta et Kapha. Vous dites, nous sommes un mélange des 5 éléments. Chacun d'entre nous, on est créé de ces 5 éléments, simplement dans les proportions différentes, dans les quantités différentes. Vata, Pitta et Kapha devraient être dans un équilibre. Équilibre, très souvent, une idée bizarre qui est là, c'est que ça devrait être égal, égal, égal. Non. Équilibre simplement signifie ce qui vous convient, ce qui est votre nature profonde à l'origine, à la naissance, et vous êtes en harmonie avec votre propre nature. C'est cela l'équilibre. Après, l'Ayurveda nous dit qu'il faut que vos 13 feux soient bien allumés. L'Ayurveda nous parle de 13 feux. Le premier feu, c'est Jataragni ou Pachagni, c'est-à-dire le feu digestif. Et puis, il y a Agni ou le feu de 5 éléments, il y a Agni ou le feu de 7 dhatus ou 7 tissus. Comme ça, il y a 13 feux. À quoi servent ces feux? Feu signifie l'énergie, la chaleur. D'abord, notre corps reste à une température fixe, quel que soit le climat à l'extérieur. Et si même il y a une petite variation de la température du corps, c'est minime. Si ça augmente, on va dire qu'on est malade, on a la fièvre. Et si ça diminue,
il faut faire très attention parce que ça signifie le corps est en train de perdre cet élément feu et si le feu s'éteint, même la vie s'éteint. Le feu signifie aussi l'enthousiasme, le courage, mais le feu signifie aussi les jus gastriques, ce qui est fait par les glandes, ce qui est fait par le système intérieur pour garder le corps. Et plus en plus, la science avance, on voit ces subtilités de l'Ayurveda qui se révèlent plus en plus. Après les 13 feux, les 7 dhatus, 7 sortes de tissus. Le premier tissu, c'est rasa, c'est-à-dire jus nourricier. Avec tout ce que nous allons manger, nous allons transformer ça dans un jus nourricier, c'est-à-dire qui sera absorbé par le corps. Et ce jus nourricier dépend de la qualité de la nourriture que nous allons consommer. Après le premier tissu qui est rasa, deuxième tissu c'est rakta. Rakta veut dire le sang. Je suis toujours émerveillé de comment il y a 5000 ans, ce deuxième tissu rakta, quand ils disent que votre tissu devrait être en équilibre, en harmonie. C'est-à-dire, par exemple, le sang qui devrait être en harmonie signifie que tous les composants du sang, comme des globules rouges, globules blanches, le fer, magnésium, sucre, tout devrait être dans des proportions justes, ni trop peu. C'est-à-dire l'analyse du sang était une nécessité, même il y a 5000 ans. C'est vrai pour des fois, ça m'amuse, comment il y a 5000 ans, on était capable de voir tout cela. Il n'y avait pas peut-être de laboratoire, ou peut-être qu'il y en a. Il y en avait, qui sait. Mais très souvent, l'homme moderne a plutôt une pensée qui dit « Ah, c'est maintenant que nous avons tout et il n'y avait rien ». Mais si il y avait des méthodologies peut-être pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. Je me souviens, un jour j'étais en train de, marcher avec mon professeur de l'Ayurveda. Et je lui ai dit, professeur, je vous crois, je vous respecte, mais cette histoire de l'analyse du sang, de l'urine, tout ça, je ne pense pas que ça existait à l'époque. On était dans un petit village, on marchait dans un petit chemin de terre avec du sable, avec de l'argile et tout ça. Un côté, il y avait des arbres et des arbustes. L'autre côté, il y a un champ. Et puis d'un seul coup, il m'arrête. Et il me demande de regarder dans un coin, sous un arbre, plutôt un arbuste. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, professeur? Il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Je dis oui, je vois. C'est légèrement mouillé. Veut dire quelqu'un qui a uriné à la campagne en Inde et c'est désertique. Les hommes n'ont pas besoin d'aller chercher des toilettes. Bon, peut-être qu'esthétiquement c'est pas très bon, mais quand même ça se fait, j'ai dit. J'ai dit non, il m'a dit, il ne parlait pas de côté esthétique, mais regarde bien. Alors ça m'a un peu ennuyé, un peu contrarié même, aller voir le pipi de quelqu'un comme ça. Et je me suis approché. Alors après il me dit, est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai dit oui, la terre est mouillée. Non mais tu as bien regardé? Alors après je regarde et je dis, ah oui, pas seulement que la terre est mouillée, mais pas seulement que la terre est humide, mais il y a des fourmis. Et s'il y a des fourmis autour de cette urine de quelqu'un, cela signifie que cette personne souffre du diabétisme. J'ai dit oui, le patient ou l'homme est diabétique. Le professeur a dit, ça y est, tu as bien observé.
Et après, il a dit que cette variété ou cette sorte de fourmi signifie que le diabétisme est très élevé. Le taux de sucre est très élevé dans son sang. Et peut-être qu'il ne lui reste que 2 semaines ou 3 semaines à vivre. Et ça s'est avéré que c'était juste. J'ai vérifié, dans un petit village, ce n'est pas difficile. Et dans moins de 8 jours, un homme qui est décédé et il souffrait. Alors ça m'a frappé. Ah oui, l'Ayurveda avait des techniques, même dans les hôpitaux ayurvédiques modernes. Après une opération, on ne prend pas une aiguille et on ne fait pas simplement comme un couturier qui met les 2 parties de la peau ensemble. Encore aujourd'hui, on met une certaine variété de fourmis, on place à la place de l'opération et qui va juste prendre les 2. Et bien sûr, la fourmi, elle meurt, mais petit à petit, quand c'est cicatrisé, on n'a même pas besoin d'enlever. Alors, vous voyez, l'homme moderne a fait des instruments. L'Ayurveda, dans l'ancien temps, je pense qu'avait des instruments aussi, parce que quand je pense à Sushruta, un très grand chirurgien qui avait fait des opérations, et même une fois quand j'avais visité l'Inde avec un des éminents médecins de France, et la personne, elle était elle-même gynécologue, et en visitant, quand elle a vu des instruments de gynécologie pour l'accouchement, elle a dit, au lieu d'utiliser des forceps comme ça, si on utilisait ça, ça va aider plein de femmes pendant l'accouchement. Alors ils avaient des instruments, mais Sushruta, qui était un très grand chirurgien de l'Ayurveda, aujourd'hui même en hôpital en Australie, on a une statue de Sushruta en disant que le père de la chirurgie moderne. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir que l'Inde et cette science Ayurveda de l'Inde est aussi moderne qu'on pourrait imaginer. Mais j'étais en train de vous parler de Rakta, ou le sang, ou le deuxième tissu. Alors, ce tissu, ou dhatu, qui se transforme à la fin dans les semences de reproduction, et puis ça se transforme dans ce que nous appelons ojas, ou la lumière de votre aura. Aura signifie cet ojas, et cet ojas signifie aussi l'immunité. Si on a une meilleure immunité, nous sommes dans une bonne santé. Et c'est cette transformation à partir de la nourriture jusqu'à ojas, c'est l'objectif même de tout aliment que nous consommons. Mais l'Ayurveda nous dit que tout ce que nous mangeons, on ne digère pas, on n'assimile pas. Il y a une partie qui est assimilée, c'est rasa. L'autre partie qui doit être éliminée, c'est mala. Alors il y a 3 sortes d'élimination, les selles, les urines et la transpiration, la sueur. Il faut que ça se fasse bien. Si vous éliminez bien, vous êtes dans une bonne santé. Et si l'élimination ne se fait pas, cela signifie qu'il y a des traces qui restent et ça se transforme dans ama ou de toxines. Et quand ces toxines circulent dans le corps ou quand ces toxines stagnent quelque part, c'est là que la maladie commence. Et quand la maladie commence, il faut faire attention, il faut se soigner, sinon la maladie va s'aggraver.
Mais ça prend du temps, dit l'Ayurveda. Alors, les malas, les 3 éliminations sont fondamentales. Même cette phrase, comment allez-vous? Même en France, vous savez, d'où est venue cette expression, comment allez-vous? Peut-être que vous savez, peut-être si vous ne savez pas, c'est ce qu'on m'a expliqué, que les médecins d'époque, médecins du village, ici en France, demandaient à ses patients cette question, comment allez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé bien au sel? Est-ce que vous avez bien éliminé? Ça, c'était l'expression de base. Et à partir de ça, si quelqu'un qui a bien éliminé le sel vous dit, il va bien. Alors, je vais bien signifie que j'ai bien éliminé. C'est-à-dire, toutes les éliminations sont fondamentales selon l'Ayurveda. Et c'est pourquoi, moi, très souvent, je dis à mes élèves que vous savez, les 3 éliminations sont très importantes. Il faut éliminer les sels, il faut éliminer les urines et il faut aussi éliminer les sueurs, la transpiration. Alors quand quelqu'un qui vous fait suer, vous remerciez cette personne-là parce que la sueur est importante. Alors, les éliminations vont jouer un rôle important. Alors, selon l'Ayurveda, par rapport à notre corps physique, il faut que Vata, Pitta, Kapha soient en équilibre, il faut que les 13 soient bien allumés, il faut que les 7 dhatus soient bien en équilibre et harmonie, il faut que les 3 éliminations se fassent bien. Et c'est cela que j'appelle aussi tapasya du corps ou de sharira ou notre annamaya kosha, c'est-à-dire le corps physique. Alors pour le corps physique, la première chose nécessaire, c'est l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit équilibrée. Équilibrée veut dire quoi? Il y a encore trinité. Céréales, légumineuses et légumes. Si vous avez ces 3 choses, selon l'Ayurveda, vous êtes en équilibre. Soyez rassurés, l'Ayurveda n'est pas nécessairement végétarien. Vous avez le droit de manger tout, sauf que ça soit en équilibre. Mais quand vous mangez ces trinités, légumes, légumineuses et céréales, vous serez bien. Deuxièmement, l'Ayurveda nous dit que moitié de vos médicaments se trouvent dans votre cuisine et l'autre moitié dans votre jardin. Par exemple, dans votre cuisine, vous avez une boîte avec des épices. L'épice, la reine des épices pour moi, c'est du curcuma. Cette poudre jaune, vous savez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement la couleur jaune. Dès que vous regardez et dès que c'est utilisé, que ça fait des currys, ça fait des dals, ça fait des sortes de riz safrané, tout cela, ça nous aide d'abord de décoincer notre plexus solaire. Et pas seulement ça, curcuma qui est antioxydant, qui est quelque chose d'extraordinaire dans le sens que ça nous fait bien, ça nous purifie le sang, ça fait bien au niveau problème de respiration, problème de digestion et encore au niveau cérébral. Après, il y a graines de moutarde. La moutarde est un élément et quelque chose qui augmente le feu digestif. C'est-à-dire, c'est bien pour digérer la nourriture. C'est pourquoi feu de moutarde, ça élimine l'élément air, veut dire le ballonnement. Par exemple, quand vous mangez des salades vertes par exemple, ou des pommes de terre, ou des légumineuses, ça produit des gaz. Mais si il y a la moutarde, présence de moutarde, ça va éliminer. Après, il y a fenugrec. Fenugrec magnifique parce que c'est un élément amer. Et dès qu'il y a cette amertume, soyez sûr que c'est bon pour le foie. Et tout ce qui est le bon pour le foie est bon pour le corps. Alors, fenugrec, il faut utiliser dans votre alimentation. Et après, vous mettez du cumin. Cumin,
ça refroidit, ça calme. Et par exemple, si vous avez votre compagnon ou les enfants ou les autres qui sont très excités ou qui sont très colériques, ça signifie que vous allez mettre un peu plus de cumin dans les plats que vous cuisinez et vous allez voir que la personne sera calme. Coriandre aussi a plus ou moins la même chose que le cumin. Puis il y a anis qui est aussi calmant, refroidissant. Alors ce sont des épices de base. Après il y a des épices nobles comme la cannelle qui parfume et qui élimine aussi le cholestérol, ou bien des graines de poivre qui vous réchauffent, ou bien vous avez des cardamomes qui est quelque chose d'exceptionnel pour votre cerveau, muscade qui est très bon, que ça vous augmente le sommeil, la qualité de sommeil, mais aussi ça va vous aider si vous avez des diarrhées, des choses comme ça va vous aider ou bien les anis étoilés qui est. Alors ça c'est des épices, on les appelle des épices nobles. Après on appelle les épices vertes, par exemple coriandre fraîche, les feuilles de coriandre qui contiennent plein de vitamine C. C'est quelque chose qui augmente le feu de digestion par une sorte de sensation agréable et en même temps plein de vitamines, vitamine C et puis vitamine B, etc. Les feuilles de menthe, qui est quelque chose que dans le thé, dans le chai, ça vous donne un goût. Et puis, il y a des gens qui disent que ça excite. Non, pas du tout, au contraire. Ça vous énergétise sans excitation. Puis il faut manger les salades vertes, la roquette, la salade verte, verdure, synonyme d'une bonne santé, ça va contenir du fer, ce sont des feuilles d'épinards, et puis il faut avoir du citron, jus de citron qui va. Alors tout ça, vous allez trouver facilement dans votre jardin. Alors, moitié des médicaments se trouvent dans votre cuisine, l'autre moitié dans votre jardin. Et puis après, il faut aller chercher dans le jardin des autres. Par exemple, moringa. En Inde, c'est vrai que c'est facile de trouver dans notre jardin. Mais ici, ça ne pousse pas si facilement. C'est des drumsticks, comme si des bâtons de tambour. Mais ça se trouve dans les îles comme Martinique, comme Guadeloupe, comme l'île de la Réunion et en Inde. Et puis, il y a des feuilles de Nîmes, qui est un élément amer qui est très bien. Puis ça, c'est Guruchi, ou bien Amrita. Un médicament par excellence, c'est amer, mais ça a des fièvres anciennes, ou même, on dit que pour Covid-19, c'est une chose très très bien, avec les feuilles de Tulsi, Holy Basilic. C'est les feuilles de basilic qui se trouvent dans les pays chauds, mais ça a des effets extraordinaires. Alors, un côté, c'est la nourriture avec toutes sortes de goûts, toutes sortes de couleurs. Équilibre des couleurs, ça va faire quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, il faut équilibrer les 6 goûts. Alors, l'alimentation devrait être équilibrée, plein de goûts, plein de couleurs, et il faut manger dans la joie, et vous serez sur le bon chemin de diététique. Mais diététique ne suffit pas. Pour la discipline du corps, il faut faire des exercices physiques, il faut bouger le corps, il faut marcher, il faut faire la natation, il faut faire l'équitation, il faut faire des jeux comme tennis, badminton, si vous êtes un peu âgé ou vous avez un peu moins de force, mais sinon des jeux comme football, comme cricket, comme kabaddi, qui est un jeu indien où il y a le souffle qui joue en même temps. Toutes sortes de jeux en plein air sont importants pour votre corps. Je n'ai pas l'intention de vous dire que tennis va vous soigner pour telle maladie ou
courir 5 km, ça va vous faire le marathon, va vous faire quelque chose. Non, toutes sortes de jeux en plein air ou à l'extérieur, ça va construire votre corps. Mais selon l'Ayurveda, on nous dit que d'abord, il faut corriger les défauts du corps. Si vous avez la colonne vertébrale qui n'est pas bien droite, il faut faire des exercices appropriés pour garder la colonne vertébrale droite. Le yoga va vous aider à ça. Et pas seulement. Le yoga va aider à garder votre colonne vertébrale bien droite et souple, mais avec la pratique de yoga, on va travailler sur les organes internes, sur le foie, sur les poumons, sur la vésicule biliaire, rate, pancréas, les intestins grêles, les gros intestins. Les organes intérieurs seront soignés par la pratique du yoga. Mais si cela ne vous suffit pas, il faut aussi pratiquer les massages. Il y a toutes sortes de massages. Abhyangas, qui est le massage du corps tout entier, ou bien Shashti Shalipin de Suède, qui est un massage avec du riz au lait pour tout le corps. Ou bien Udvartana, un massage à sec avec du curcuma, avec la poudre de farine de pois chiche, qui va éliminer la cellulite, qui va éliminer toutes sortes de toxines dans le corps. C'est-à-dire, ça va être la concentration sur votre corps pour la santé de votre corps, pour la perfection de votre corps et puis pour la beauté de votre corps. L'Ayurveda va vous donner, y compris les produits de beauté, y compris un massage simple comme Kansu que vous faites avec du ghee, avec du beurre clarifié, vous voyez, et quand vous massez la plante du pied de quelqu'un avec cela, ça produit un meilleur sommeil. Ghee, ça équilibre Pitta, vous dit le feu, c'est-à-dire ça va être bien pour vos yeux, ça va être bien pour votre foie. Et comme la plante du pied contient tous les points réflexes du corps, c'est-à-dire vous allez pouvoir soigner ou aider le cœur, les poumons, les glandes, tout cela simplement en faisant un petit massage des plantes des pieds. À tel degré que quand on est petit, quand on est jeune, on nous demande, non, on ne nous demande même pas. Les autres cousins, cousines sont déjà en train de masser vos grands-parents avec ce petit bol et les grands-parents sont en train de vous raconter une histoire de la mythologie, de Ramayana ou de Mahabharata. Et c'est tellement passionnant ces histoires. Vous vous asseyez à côté, vous écoutez l'histoire, et puis sans savoir, un de ces jours, à l'âge de 3 ans ou 4 ans, vous prenez un bol comme ça et vous commencez à frotter les plantes des pieds de vos grands-parents. Les grands-parents qui sont allongés, qui signifient un plan horizontal, connaissance du monde. Et vous, tout petit, mais plein d'énergie, plein d'innocence, et vous êtes assis, ou même debout, comme une axe verticale, comme une antenne. Vous captez l'énergie cosmique et par le biais de ce massage, vous donnez cette énergie à vos grands-parents ou à vos parents. Et en retour, ils vous racontent une histoire. Quelle belle leçon de partage entre les générations. Bien sûr, aujourd'hui, avec les iPhones, avec les iPads, avec les ordinateurs et tout ça, avec tous ces écrans, nous avons perdu cette sorte de communication. Hélas, c'est comme ça la vie. Mais alors, pour revenir à ça, toutes sortes de massages vont vous aider, vont aider le corps. Alors ça s'appelle tapasya ou l'ascèse du corps, qui signifie tous les jours manger d'une façon équilibrée. Vous reposez, le repos est quelque chose de fondamental. Alors, Yoga Nidra, ça va vous aider pour mieux reposer. Mais repos de chacun de vos muscles, de chaque partie de votre corps, le sommeil va vous aider à avoir le repos nécessaire qui va vous aider à réparer. Et après le repos,
la correction du corps, des exercices physiques, les massages, tout cela, ça va vous rendre dans une bonne santé. Mais l'Ayurveda nous dit que bonne santé physique ne signifie pas que vous avez gagné le terrain. Il faut travailler sur l'émotionnel. Les indriyas, les 5 sens devraient être épanouis. Et vos indriyas signifient que cette énergie de l'amour soit allumée chez vous et cette énergie devait exister pour vous rendre plus en plus heureux. Mais pour ça, il y a toute une discipline. Et cette discipline, c'est la discipline de comment faire avec les émotions, comment faire face à des colères, à des jalousies, à des doutes, comment travailler sur l'égoïsme, comment travailler pour développer la générosité, la plénitude, la sincérité, la bonté. Tout cela, ça demande un courage. Il faut développer ce courage, il faut développer la volonté. Tout cela sera travail de deuxième corps. Et en réalité, même les médecins, même les énergétiseurs ou même les acupuncteurs travaillent sur ce corps. Même les guérisseurs qui vont vous travailler sur ce corps des énergies, de prana, ou simplement par le yoga, quand vous respirez, quand vous faites le pranayama, vous savez, quand vous inspirez par la narine gauche, qui signifie que vous êtes en train de respirer par la narine lunaire, et quand vous expirez par la narine droite, qui signifie c'est la narine solaire. C'est-à-dire l'équilibre des deux énergies, yin et yang, c'est-à-dire l'énergie de la lune, l'énergie du soleil. Tout cela va travailler directement sur votre corps énergétique. Après, il y a tout un travail sur le corps, toute une discipline sur le corps de manasu mental. Mais ça, vous avez déjà l'habitude, aller à l'école, apprendre à partir des livres, aller dans les cours de sciences, de physique, de chimie, de ceci, de cela. Mais, selon l'Ayurveda, cela ne signifie pas qu'avoir plein d'informations, c'est bien. Selon l'Ayurveda, ce qui est important, c'est apprendre l'esprit mental devrait être calme. Et c'est là qu'on entre dans la troisième discipline, ce que nous appelons manovyapara, c'est-à-dire comment calmer le mental. Alors je reviens. Ahara, la diététique, qui va être utile pour votre corps physique. Vihara veut dire comment vivre la vie. C'est là que vous allez faire des exercices pour le corps. Vous allez aussi travailler. Vous allez vous lever à telle heure. Vous allez vous coucher à telle heure. Tout ça devrait être dans une harmonie, dans un équilibre. Et ça va vous enseigner comment vivre la vie. Et troisièmement, manovyapara veut dire vous calmez l'esprit. Vous êtes dans le silence intérieur, vous méditez, vous êtes posé, vous faites un travail d'évolution pour vous-même. Et c'est cela qui va vous amener vers un chemin du progrès, de l'évolution. Et Atman, votre fort intérieur, sera content et ça va aller vers Sat, vers la vérité, vers Chit, veut dire la conscience, Ananda, vers la béatitude. Mais l'Ayurveda qui nous dit individu, c'est une chose, mais il faut que la société autour de nous devrait être aussi dans cet état-là. C'est pourquoi l'Ayurveda va donner une importance à toute la société. Il faut que la société soit dans l'état de joie, que la société soit dans l'état d'équilibre. Et cela ne signifie pas un équilibre des autres personnes autour de vous. Pour cela, il faut un équilibre de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement veut dire les arbres, les plantes. Il faut que vous ayez un potager, un verger qui soit bien. Il faut des forêts pour avoir beaucoup d'oxygène. Et il faut avoir l'environnement qui soit propice.
il faut avoir les arbres, il faut avoir les plantes, il faut avoir l'élément eau. L'Ayurveda, depuis des années, a donné cette importance à la nature. C'est pourquoi les 5 éléments soient épanouis. Alors, une fois que l'environnement est bien, sans pollution, ni pollution de la terre, ni pollution de l'air, ni pollution même d'éléments éthers, akash, avec toutes sortes de vibrations, des 5G, de 4G et tout ça, ça va polluer. Mais l'Ayurveda nous dit, un grand équilibre, c'est cela la santé, c'est cela la bonté et bien-être, et ça va nous amener vers l'épanouissement de l'être. Mais malgré ça, si vous tombez malade, qui pourrait arriver, il y a des médicaments que nous appelons aushadhi. Et ces aushadhi pourraient être soignés d'abord par des choses simples, par les épices, par les plantes. Après, il y a des médicaments ayurvédiques en forme des plantes, mais en forme des minéraux, des sels minéraux, en forme des métaux, en forme des bhasmas, on va dire des cendres, des certain nombre des métaux, certain nombre de sels minéraux, etc. C'est-à-dire, la pharmacologie ayurvédique est extraordinaire. Mais l'Ayurveda va utiliser aussi certaines plantes occultes comme Rudraksha par exemple. Voilà, ça c'est un mala de Rudraksha. L'Ayurveda va aussi dire qu'il y a des énergies subtiles. Par exemple, ici, on a le Shri Yantra. C'est un yantra, et qui est en cristal, et le nombre des petites montagnes, c'est extraordinaire. Et puis ça, vous allez voir le dessin vers le bas qui était... Mais tout ça, vous allez étudier par vous-même les Shri Yantras qui peuvent vous aider énergétiquement. On pourrait être aidé par les mantras aussi, par les répétitions du son Om, ou et Me, 3 dimensions du temps, le passé, le présent, le futur, 3 dimensions de l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur. Et au-delà de ces 3 dimensions, c'est là que l'Ayurveda va travailler. Et aujourd'hui, très souvent, j'ai des amis, des neuroscientifiques qui travaillent sur le cerveau, qui travaillent en faisant des IRM, en faisant des études. Et des fois, ils me disent « Ah Kiran, ah Monsieur Vyas, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est ce qu'aujourd'hui on est en train d'observer. Même le cerveau de Vata est différent, le cerveau de Pitta est différent, le cerveau de Kapha est différent. Et puis il y a des connexions, connectones ou quelque chose, une partie du cerveau qui communique avec une autre. Et comment le cerveau communique avec le corps, et comment le cerveau communique avec la connaissance de au-delà. Tout cela, l'Ayurveda avait déjà étudié. Et petit à petit, l'Ayurveda est en train de nous donner tout cela, partager avec nous. Moi, j'aimerais bien que nous soyons très reconnaissants de cette ancienne médecine, cette ancienne pratique, cette ancienne science qui est l'Ayurveda, qui commence à nous donner quelque chose de merveilleux. C'est la santé. La santé qui est un élément le plus cher pour l'être humain. Je suis très content que vous m'avez écouté et j'espère que vous allez pratiquer le yoga grâce à le Premier ministre de l'Inde. L'ONU a accepté et a mis la journée internationale du yoga le 21 juin, mais en même temps, il y a l'Ayurveda qui est les bases même. Ça sera passionnant. Moi, j'étudie et je participe avec les médecins, avec les chercheurs, et on voit le côté scientifique, comment
par exemple, simplement par un certain aliment, le corps devient plus en plus alcalin et ça suffit grâce à cela d'équilibrer contre certains problèmes de maladie. Comment certaines respirations de yoga nous aident pour faire tout cela. Voilà. J'ai envie de vous dire que grâce à ça, on a une bonne santé. Alors n'oubliez pas certaines purifications comme Neti pour le nez, ou bien n'oubliez pas de manger ou consommer quand vous êtes fatigué un peu de miel ou des dattes comme ça, ou bien une petite mandarine avec ou citron et miel. Ça va vous aider à booster votre santé, à booster votre émotionnel et ça va vous aider à être vers un chemin intérieur, vers le calme, vers le bien-être, vers vous-même, vers le divin qui est à l'intérieur de vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.